Amis téléspectateurs, vous voilà hors champ et de retour dans notre émission. Aujourd'hui, on vous propose un sujet sur la solitude et les films qu'on trouve les plus intéressants et qui nous ont le plus marqué sur cette thématique. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de donner une définition. Je pense Thomas, définition de la solitude. Déjà à mon sens il y a deux films sur la solitude, soit le film déjà qui va être axé que là-dessus où on va suivre un seul protagoniste type Into the Wild et ensuite les autres films pour moi où on va plus retrouver un personnage qui va justement être dans une solitude malgré tout l'entourage qui va tourner autour de lui et on va quand même ressentir en fait une personne un peu en détresse ou qui a aucun lien avec ces personnes. Moi c'est comme ça que je vois en tout cas la solitude dans les films. Ouais. Alors on y va. Moi j'ai choisi comme ce sera deux films. En premier, lesquels je voudrais parler, c'est Le Seigneur des Anneaux, les deux tours à le retour du roi avec le personnage de Gollum, où notamment pour moi une des scènes qui représente le mieux la solitude de ce personnage, hormis dans le retour du roi où il y a toute la première partie toute l'introduction est dédiée à Gollum, sur les quelques mots que normalement dans le roman il me semble, Gandalf il écrit vaguement ce qui se passe. Alors que là, dans le film, vraiment, Jackson, il le montre, quoi. Bon, il a dû inventer, je pense, 2-3 petits trucs, quoi, parce que, avec le peu de lignes, je crois, dans mes souvenirs qu'il y a dans le bouquin, il a dû... Tu parles de tout un peu le passage où il est au Hobbit, etc. Oui, là, tout ce que tu vois dans l'intro du 3. Oui, tu le... Ouais, oui, tu son... ça tu le sais dans le roman, mais après, t'as pas vraiment tout ce qui se passe après, tu vois, enfin, il l'explique, mais très peu, quoi, alors que là, tu le vois vraiment bien, quoi. Tu vois en plus les conséquences de sa solitude, quoi. Je pense que c'est un bon point, justement, qu'il l'ait plus amené, justement, qu'il a essayé vraiment de montrer ce qui s'était passé, etc. Par rapport au bouquin. Pour moi, oui, parce que Gollum, surtout dans le bouquin, après c'est un peu hors sujet, mais il y a une petite différence, le personnage est différent. Dans le film, je trouve, on a de l'empathie pour lui, on a pitié de lui, alors que dans le bouquin, pas trop, parce que même dans le bouquin, les moments dans les deux tours où il redevient gentil, tu sens que c'est honnête, tu vois même que c'est honnête, alors que dans le bouquin, tu sais pas trop, dans mes souvenirs, il est assez fourbe. Ouais, et puis moi, surtout, un des passages qui m'a le plus marqué dans la solitude de ce personnage, c'était dans les deux tours, avec notamment le moment où il discute avec Sméagol, son alter ego, quoi, qui était sa véritable personnalité à l'origine, son nom de Hobbit. Et la technique de chant contre chant qu'il utilisait, où en fait, je me souviens quand j'étais petit, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un échange entre les deux, l'un en face de l'autre, et je comprenais pas trop, parce que je me disais, putain, il y a un putain de faux raccord dans la scène, quoi. Et voilà, du coup, je trouve que c'est vachement bien mis en scène, quoi. On voit vraiment les deux personnalités de ce personnage et les conséquences qu'a la solitude sur Gollum, quoi. C'est vrai que si je me rappelle bien, il fait une entorse à la règle des 180 degrés, justement, pour qu'on... Il y a un malaise qui se crée. Oui, il y a un malaise et puis même un espèce d'effet de style, on a vraiment l'impression qu'ils sont l'un en face de l'autre, alors que pas du tout, quoi. Il est toujours contre le même mur. Non, j'avoue, c'est assez... Enfin, moi, je trouve que c'était assez bien foutu, quoi. Moi donc je vais parler de Wall-E, je pense qu'on connaît tous le film, c'est surtout pour la première partie de celui-ci. Moi justement où je vais attaquer le fond de la solitude, c'est sur deux points. Déjà ce qui est intéressant c'est que le film, je pense qu'il a jamais été aussi, chez Pixar en tout cas, ils ont jamais été autant politiquement intégrés, engagés et intégrés dans un film. Genre là, ils ont vraiment un message à passer, ils sont tout à fait engagés politiquement là-dessus. Et donc c'est sur ce côté un peu écologique, où justement, en fait, ils montrent une terre complètement décharnée, où il est complètement laissé à l'abandon, avec tout ce qui en suit, en fait, tous les problèmes, limite, la terre n'est plus habitable. C'est pour ça qu'on a un cafard. Oui, un cafard et le robot, quoi. Et justement, je pense qu'aussi le cafard fait office en fait un peu de vie dans cette terre pour montrer que bientôt, tu vois, genre ça va pouvoir revivre, on verra après ensuite dans le film avec la plante, etc. Donc il y a déjà en fait ce côté, je pense que c'est peut-être, si je dis pas de bêtises, 35 premières minutes, 40 premières minutes, où genre c'est que la musique de Thomas Newman, qui est vraiment bien, qui amène bien justement toutes ces actions faites par Wall-E, etc. Et en termes de mise en scène, comme je dis, c'est la première partie est dingue, la deuxième un peu moins sur l'aspect solitude, parce qu'on est dans le vaisseau. On voit des humains, quand même en perdition, c'est parti complètement en live, ils sont tous alités et ils bougent comme ça. Ça reste intéressant visuellement, mais c'est surtout, moi je trouve la première partie qui est incroyable, quoi. Ouais, déjà même, ne serait-ce que faire un film d'animation pendant 35 minutes où il y a juste pas du tout un seul dialogue, et c'est juste visuel, juste chapeau, quoi. Alors j'enchaîne, et c'est vrai que mon film se rapproche un petit peu du tien, pas forcément dans le propos, mais surtout dans la mise en scène et dans la façon dont est amenée la solitude dedans. Parce que du coup, il s'appelle Gary,
et est sorti en 2003 donc par le réalisateur Gus Van Sant, ouais, je sais pas comment ça se dit. Il a été évoqué donc dans la vidéo des Midnight Movies du Fossoyeur de film. Donc en fait, c'est on suit deux personnages qui ont le même prénom, qui s'appellent Gary, mais qui n'ont pas la même apparence et qui sont perdus en fait dans un désert et qui doivent trouver une solution de s'en sortir ou une destination. Qui a tout un message un petit peu mystique sur la condition humaine, sur un peu comme dans Wall-E, on se retrouve avec l'homme, avec la nature, et au final, est-ce qu'on ne doit pas se rapprocher d'elle et revenir à un certain état primal pour pouvoir justement dépasser notre condition et pas abîmer encore plus notre planète et notre façon de vivre. C'est pour ça que je dis qu'il rejoint un petit peu le tien, et même dans la mise en scène, dans le sens où c'est des grands espaces, où ça va être des plans très très larges qui vont écraser les personnages, où il va y avoir... Voilà, c'est encore plus le cas dans le désert, parce que Wall-E, il y a quand même des traces humaines anciennes. Ouais. Mais là, il va vraiment y avoir rien, en fait, autour d'eux, et du coup, la sensation de solitude, elle est exacerbée, parce que, ils ont beau regarder tout autour d'eux. Donc, non seulement il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'autres êtres humains, mais en plus, il n'y a même pas d'arbres, de végétation, c'est vraiment un désert, quoi, forcément. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est pas forcément... Enfin, si, c'est amené par la mise en scène, mais c'est non seulement, donc le spectateur, il ressent que ces personnages ils se sentent seuls, mais surtout vu qu'en fait c'est un film très difficile à regarder dans le sens où il se passe pas grand chose, et du coup tu te sens toi aussi seul en fait, parce que dans le sens où tu comprends pas forcément ce qu'ils font, donc tu t'ennuies si on peut le dire, tu t'ennuies quand même un petit peu, donc il suffit que par exemple que tu sois chez toi seul, et alors là vraiment ton sentiment de solitude il est décuplé. Donc c'est pour ça que je le trouve intéressant, parce que non seulement donc tu as une certaine empathie avec les personnages, mais en plus toi-même tu te sens seul. Moi, c'est un Midnight Movie, c'est Eraserhead de David Lynch, qui est assez barré, quoi. Enfin, je peux pas vraiment dire. Enfin, l'histoire est assez particulière, quoi. Pour résumer le truc, c'est un homme qui revoit une femme avec qui il a une relation. Cette femme lui apprend qu'ils ont eu un enfant, ils se marient, et puis en fait... c'est un enfant prématuré. Ouais, un enfant prématuré qui a une tête de, je sais pas, de fœtus, de mouton avorté, j'en sais rien, je veux dire ça, c'est le truc le plus proche, quoi. Et en gros, ce gosse fait que de gueuler, et puis ça rend fou la mère, et puis... Elle se casse, et le père, donc le personnage principal reste seul avec cet enfant. Qui est assez casse-couille, quoi. On va pas se mentir. Et pour moi, là où la solitude est vraiment bien montrée, c'est vraiment à partir du moment où le mec est pas vraiment tout seul, vu qu'il a le gamin avec lui. Mais à partir du moment où la mère se casse, on le revoit, il est à lui-même, voilà, c'est ça. Et puis il sait pas vraiment comment se démerder avec ce gosse, plus il commence à avoir un peu ses délires, ses fantasmes, ses rêves qui commencent un peu à court-circuiter le truc. Ouais, puis à envahir son quotidien, on va dire. Et après, l'autre film duquel je voulais parler, c'était un autre film aussi de David Lynch, c'est Elephant Man, qui celui-ci est tiré d'une histoire vraie, quoi, l'histoire tragique de Joseph ou John Merrick, je sais plus son prénom, qui était un homme qui avait des déformations sur le corps, qui lui donnait plein de bosses, plein de boutons, il était assez, on va dire, repoussant, quoi. Disgracieux, on peut le dire. Ouais, voilà, mais c'était quelqu'un de très sensible quand même intérieurement et de très cultivé. Comme le film nous montre, et apparemment selon certaines archives, ça serait le cas. Ça serait le cas. Et du coup, dans ce film, ce qui est intéressant, c'est que après, il est, on va dire, toujours un peu entouré, mais c'est une espèce de solitude différente dans le sens où, comme lui est différent, il est toujours voué à se sentir seul, même avec les autres, quoi, parce qu'il a soit on le rejette, soit on se moque de lui, et puis... T'as toujours cette impression dans les films de Lynch où les rêves qu'auront ces personnes, même les cauchemars qu'ils vont faire, seront jamais pires que la réalité, quoi. En fait, pour Lynch, la solitude, lui, il veut dire à travers ces œuvres-là que l'être humain est toujours voué à être seul, quoi. Quoi qu'il fasse, on est seul et on meurt seul, quoi. Et puis notre vie, on la vit seul. Ce qui en soi est assez dépressif. Vrai et dépressif. Ouais, donc voilà, quoi. Après... Je crois que tu voulais dire quelque chose dessus, Thomas. Non, moi ce que j'aime bien dans Eraserhead, c'est que déjà, je salue ce qu'il a fait avec le budget qu'il avait. Ouais, parce $10 que en soi, le mec a fait quand même un truc assez grand. Après, on ressent quand même, je trouve, dans sa mise en scène parfois que il y avait un manque de budget, etc. Je te rejoins aussi, c'est le côté justement où la femme quitte la pièce. Si je dis pas de conneries, on est d'accord que ça se passe que sur une nuit. Ouais. Et genre pour moi, j'ai l'impression que c'était des jours et des jours qui étaient passés jusqu'à l'arrivée où il lui perce les genres
poumon, si je puis dire, avec le ciseau là. Ouais, quand il a le pansement autour, il enlève tout. C'est ça, et Ouais. pour moi en fait j'avais l'impression que c'était des journées qui étaient passées alors que pas du tout, c'était juste une soirée en fait où il est tombé de mal en pis, et il a pété un câble et il sait pas trop comment réagir avec l'enfant, la seule solution c'est de le tuer quoi. Donc ouais, je dis pas, c'est pas mal. Après, comme je disais, moi, le problème que j'ai eu, c'est que j'avais beaucoup regardé de films sur toute la métamorphose de Kafka, etc., qui avait un rapport à ça. Bon, sur le coup, c'était un peu saoulant et j'étais pas tout à fait dedans. Mais au-delà de ça, oui, je peux que reconnaître que, avec les moyens et Après, c'était et assez tout ça, expérimental quand même à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de films qui faisaient ça. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire. Si tu regardes plein de films dans cet esprit-là en ce moment et que tu tombes sur un énième film, même si c'est. Après, on va pas dire que c'est celui qui a inventé le genre, mais qui a popularisé. Ce qui m'a aidé justement, c'est esthétiquement, et en termes de mise en scène, c'est relativement beau. Mais après le film est bien quoi. C'est juste que je pense que je l'ai regardé au mauvais moment. C'est juste ça. Après, je comprends. De toute façon, quand tu regardes des fois les enfants de certains films, s'il y a beaucoup d'années qui les séparent et que tu vois les beaux enfants, entre guillemets, voilà. tu peux être déçu des fois par le parent. Moi, j'ai parlé d'un film de Peter Weir qui avait fait Le Cercle des Poètes Disparus, et 10 ans plus tard, il nous fait Truman Show, donc en 98. Donc, grosso modo, l'histoire, c'est un gamin qui s'est fait adopter par une boîte de production, qui a été mis dans une ville factice et qui va y vivre en fait toute sa vie. De base, justement, on voit déjà la solitude qui est vraiment en fait pour moi complètement d'actualité. Peut-être pas tout à fait, mais il y a peut-être à peu près 5-6 ans, c'était vraiment comme ça, littéralité. C'était des personnes qui étaient foutues dans une maison pendant 3 mois sans aucune Contact avec l'extérieur. Exactement, sans aucune nouvelle de l'actualité, etc. Et justement, il y a pas très longtemps, il y a eu pas des controverses, mais des gens qui s'en sont plaints parce qu'apparemment les boîtes de prod enlevaient même les horloges pour qu'ils soient complètement en fait déroutés en termes d'horaire et qu'ils aient plus du tout d'habitude en fait quotidienne. Donc pour moi justement c'est un film qui sort en 98, sachant que Love Story, qui est le premier Love Story, non c'est quoi c'est Love Story, ouais. Là, c'était ça. Et qui sort en 2001, donc déjà c'est avant-gardiste pour la France. Donc en gros, je pense que les Français connaissaient pas eu de les Français connaissaient pas trop en fait la télé-réalité. Avant Love Story et puis avant la Star Academy qui étaient vraiment les deux principales qui. Ouais, mais Love Story c'était vraiment enfermé. Oui, c'était plus. La Star Academy, je dis pas non plus que c'était mieux, mais t'as un truc derrière quoi. Je suis d'accord. Et en gros, justement, c'est pour ça que je dis que c'était avant-gardiste, parce que les Français connaissaient pas spécialement ça. En Amérique, c'était déjà assez démocratisé, mais pas spécialement en France. Donc bon, déjà ça, c'était assez cool pour les Français. Je pense qu'ils n'avaient pas spécialement en fait connaissance du problème. Pour eux, je pense que ça devait être un peu une fiction, mais au final, pas du tout. Ça va traiter de tous ces problèmes que la télé-réalité a créés. Et donc, en termes de fond, je parle du film. En mise en scène, pareil, il n'y avait pas grand-chose de spécial, mais je veux dire par là que en fait, ils n'ont pas réinventé le cinéma, mais pour moi, tout était juste, que ça soit du début à la fin. Et justement, en termes de mise en scène, ils vont justement accentuer vraiment, mais de manière très forte, la folie un peu de la télé-réalité, dans le sens où la scène où ils expliquent comment est-ce qu'il a perdu son père devant des millions de téléspectateurs, parce que c'est suivi par des millions de téléspectateurs. On voit un gamin justement seul sur la mer, avec son père en fait qui est avalé par les flots. Et c'est juste mis ça, c'est dans le film en tout cas, c'est mis à la télé. Il y a un niveau de voyeurisme qui est je trouve complètement malaisant, gigantesque et dégueulasse en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans le film, c'est qu'en gros c'était la télé-réalité française avant l'heure. Quoi. Comme tu dis, qui tombe très juste avec notre époque où en fait les gens ils s'étalent beaucoup leur vie sur les réseaux sociaux, mais au final de mémoire humaine, c'est peut-être la période où on est le plus seul. Et même tu regardes les personnes, après sans faire la psychologie de comptoir, mais tu regardes les personnes qui ont plus affiché leur vie sur Snapchat ou quoi, qui vont tout mettre en story, en général tu regardes, je pense, en plus c'est une vie différente, qui se sentent le plus seules. Clairement. Bon après sans partir dans autant de profondeur, on va dire, moi c'était surtout justement ce côté, les prémices de la télé-réalité en France, et justement il y avait un film qui était là avant cette... je vais dire merde, c'est pas tout à fait le mot, mais avant tout ça en gros, et qui expliquait justement les vices de ce genre de démission quoi. Moi je voulais juste rajouter un petit truc, c'est vraiment une petite parenthèse concernant Peter Weir. C'était pour parler d'un de ses premiers films, vu que c'est un Australien. Il avait réalisé un film qui a été produit tout ça en Australie, qui s'appelle Picnic à Engine Rock. Engine Rock, c'est Engine Rock. Je suis plus sûr du nom. Je sais pas si toi tu l'as déjà vu, François. Non, mais ça, j'ai perdu un film pour un battle movie, cool. Non, je vais pas regarder. Du coup, je ne raconterai pas l'histoire, non, je plaisante. Après, c'est pas très. J'arriverai pas vraiment à le vendre, même s'il est très bien. Mais en gros, tout le film, c'est des femmes qui vont faire des filles d'une école
qui vont faire un pique-nique donc sur Engine Rock là. Et en fait c'est une espèce de terre sacrée je crois pour les aborigènes. Ouais, c'est au centre de l'Australie. Et enfin ils vont pique-niquer là et puis en fait on trouve plus les filles quoi. Belle aparté. Merci. Du coup, je continue. Donc le premier tour, c'était surtout une solitude réelle. Au second tour, on est passé plus sur une solitude sociale. Donc mon film, il rentre aussi dans la même catégorie que le vote. C'est Barton Fink, donc des frères Cohen, sorti en 1991. Où en fait, ça va être un New-Yorkais qui travaille donc dans le monde du spectacle, du théâtre notamment. Et qui va, vu qu'il a une certaine renommée assez nouvelle, qui va essayer de tenter sa chance à Hollywood, et en fait qui va donc arriver dans un environnement qui est totalement différent du sien. Selon lui, en gros, il est inspiré par les gens de la classe moyenne qui lui font produire des œuvres. En fait, on va se rendre compte que c'est un peu une façade et que c'est pas tout à fait vrai, parce que les gens de la classe moyenne qu'il va côtoyer durant le film, bah clairement c'est un enfoiré avec eux. Et donc du coup il va se retrouver dans ce microcosme à Hollywood plus seul que jamais et dans un monde où il n'a pas du tout l'habitude d'interagir. Et avec la mise en scène, les frères Cohen ils arrivent bien à nous le faire ressentir. Et il y a plusieurs exemples qui sont assez marquants. Par exemple, les règles de la vie courante n'ont plus tout à fait cours. Quand il arrive à l'hôtel, il va appuyer sur la sonnette à l'entrée. Alors que il appuie juste une fois, elle va sonner pendant 10 secondes sans s'arrêter. Alors que normalement c'est pas possible, le son il devrait s'arrêter. Comme pour montrer qu'en fait il est déjà, il est plus dans le monde qu'il connaît et qu'il est autre part. Il y aura un peu le même procédé qui est utilisé dans l'ascenseur. Où en fait le temps il est complètement distordu et le garçon d'hôtel qui doit appuyer sur les boutons et tout, ça prend une plombe pour qu'il monte 3 étages. C'est pareil dans sa chambre, quand il arrive, là, il veut ouvrir la fenêtre, elle est fermée. Ensuite, il va prendre, sur la table, il y a un crayon. Il va prendre le crayon et en fait, ça faisait tellement longtemps que l'objet n'avait pas été bougé que il y a la trace du crayon sur la table et ça montre vraiment bien. Enfin, c'est une petite métaphore, pour dire que les écrivains dans son type ne sont pas les bienvenus dans ce genre d'environnement. Il y a la même chose avec une photo au mur qui représente l'océan et au final, quand il la regarde, il voit le bruit des vagues et tout. Et tout ça, en fait, ça sert à montrer que le personnage, il est pas du tout à sa place, qu'il se sent seul, parce que bon, bien sûr, évidemment, il est seul dans sa chambre d'hôtel. Et en plus, avec les différentes rencontres qu'il va faire durant le film, au final, il va refuser le dialogue et de se rapprocher de ces gens-là, et donc il va se conforter dans sa solitude. Après, parce qu'il n'est pas habitué à l'environnement, mais aussi, c'est aussi son choix, quoi. Voilà, donc on peut être entouré de personnes et se sentir seul. Petite anecdote sur ce film, c'est à partir de là que le Festival de Cannes, ils ont mis une règle. Parce que le film là, ils avaient gagné la Palme d'Or, les frères Cohen, plus John Turturro avait gagné le prix d'interprétation masculine. Et le Cannes, je crois que les présidents du festival de l'époque trouvaient que c'était, un peu trop de donner plein de récompenses au même film. Oui, et depuis maintenant, les deux, c'est ça. Ouais. Et maintenant, depuis, tu auras jamais un acteur n'aura jamais un prix d'interprétation dans un film qui a gagné la Palme d'Or, quoi. Okay. Avant ça se faisait, mais depuis ce film-là, et je crois qu'il avait raflé d'autres titres, quoi. Il a vraiment eu un beau succès. Troisième round. Moi, ça serait un film un peu, on va dire, similaire, quoi. Enfin, c'est quand même une personne qui est entourée, mais qui se retrouve seule quand même. C'est There Will Be Blood, je sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Bon, pas Thomas. Mais très bon film. Un très bon film. Enfin, personnellement, c'est un de mes films préférés. En fait, c'est un film avec Daniel Day-Lewis, donc un acteur juste incontournable et incroyable à mon sens. Et en fait, dans ce film-là, raconte en gros un peu la course à l'or noir aux États-Unis à la fin du 19e et au début du 20e siècle. On suit un personnage qui s'appelle Daniel Plainview, je crois. J'ai plus exactement le nom en tête. Qui en gros essaye de devenir un peu un Rockefeller, on va dire, mais plus petite échelle quand même, j'ai l'impression que Rockefeller, quoi. Au début du film, il récupère un enfant qui est l'enfant d'un de ses employés qui est mort. Employé ou collègue, on ne sait pas trop, parce que pendant tout, il me semble, le tout premier quart d'heure du film, il n'y a pas de dialogue. Ouais. Que quand il cherche le pétrole, ce truc que t'entends, je crois que c'est le bruit du marteau qui tape la pierre. En gros, il se sert un peu de ce gamin pour apitoyer les autres personnes, ses investisseurs, pour acheter des terres. Et en fait, c'est bizarre parce que dans ce film, surtout à la fin, ça, je voulais parler, c'était... Désolé Thomas, mais à un moment, son fils perd l'audition, avec une explosion d'un canon, je crois, pas d'un canon, d'un geyser de pétrole.
d'un puits de puits, pétrole, un puits, ouais, voilà, ouais. je trouvais plus le nom. Et en fait, je sais pas, il y a une impression, pendant tout ce film, on a l'impression qu'il s'en sert, et après tu remarques qu'il aime ce gosse à un moment, enfin, je sais pas, t'as l'impression vraiment que c'est comme si c'était vraiment son fils. En fait, à la fin du film, lui, il a réussi dans sa vie, il est devenu assez riche, quoi. Enfin, il a qu'à voir la taille de la baraque à la fin du film pour Ouais. comprendre où il a un jeu de quilles, enfin, un jeu de bowling même dans Sa maison. dans sa maison. Il a son fils qui vient pour lui annoncer son mariage, et puis lui, il devient complètement taré, et en fait, c'est là où on voit que le personnage il n'a jamais été aussi seul à ce moment-là du film, quoi. Où à la fin, après avoir tout dit à son fils que c'était pas son vrai fils, c'était un Qu'il a peu récupéré, quoi. Ouais, qu'il a récupéré, puis même je crois il l'insulte vraiment comme si c'était une merde, quoi. C'était juste, il l'aidait à signer des contrats, je crois, il dit à peu près des trucs comme ça. Et après, on le voit vraiment abattu au possible à la fin du film quand son fils part. Après, il a un côté assez sociopathe, je trouve, ce personnage. À l'instar d'un autre personnage du film qui est joué par Paul Diano. Je crois, si j'ai pas de conneries, c'est un acteur. Celui qui joue le prêtre, tu sais, les deux frères, Honnêtement, les frères jumeaux. Je sais plus qui lui. T'as lui aussi qui, je sais pas comment dire, mais qui lui est aveuglé par sa foi et qui même essaye un peu Oui, de ça, je m'en manipuler Daniel Day-Lewis pour qu'il aide sa communauté, je sais plus ce que c'est exactement. Une je sais plus- église Ouais, chrétienne, c'est un truc comme ça. Ouais. je sais pas si c'est une secte ou quoi. Presque. Ouais, c'est les évangélistes, je me demande si c'est pas ça. Puis, à moyen. Et en gros, ce personnage aussi est incroyablement seul, enfin, surtout à la fin du film où lui, lui, au contraire du personnage de Daniel Day-Lewis, il a tout perdu, il n'a rien gagné et il se retrouve encore plus seul que lui. Enfin, déjà, quand on voit Daniel Day-Lewis à la fin, on se dit c'est pas possible, quoi, mais lui, il revient vraiment abattu sans aucun sou, quoi. Et puis bon, après ce qui lui arrive surtout à la fin, voilà, quoi. Mais donc voilà, quoi, c'est un film vraiment que je trouvais très intéressant dans sa narration pour décrire une certaine solitude, quoi, de ce genre de personne, quoi, parce que c'est quand vraiment c'est quelqu'un qui est assez haut socialement, Ouais. mais qui au final n'a rien, quoi. Ouais, des fois quand tu privilégies tes objectifs au lieu de ta famille ou tes proches, et au final que c'est pas le plus important et que tu te retrouves Oui, seul, non, quoi. c'est ça, et en plus, faut dire ce qu'il y a dans le film, on suit vraiment un enfoiré, quoi, le personnage même s'il réussit à être touchant des moments, c'est ça, quoi, donc après, je sais pas, ce film est quand même assez étrange sur certains points. T'as de l'empathie pour lui, mais en même temps, t'es content de ce qui lui arrive, et puis t'as de la peine, ça se mélange, quoi. Ça me fait penser, je dis vite fait, mais j'ai une anecdote sur Picsou, donc dans la jeunesse de Don Rosa. En fait, lorsqu'il devient l'homme le plus riche du monde, au même moment, il perd ses deux sœurs, en fait. Picsou. Ouais. Le canard. Ouais. Et du coup, ça fait un petit rapprochement avec le film, parce que donc il perd sa famille proche, mais d'un côté, il devient l'homme le plus riche du monde. Donc il a jamais été aussi seul, mais il est l'homme le plus riche du monde. Qui est son but depuis longtemps. Qui est son but depuis longtemps. Ah, d'accord. Même Ouais, s'il finira par en souffrir. Donc. Voilà. il y a quand même un fond, quoi, dans ce truc. Mais Ouais, je pas- me- oui, c'est ouf. Hein. Ah, Après, mais je là, sais pas, j'ai pas clairement, vu de toute façon, Si tu veux, j'ai je les ai prévu. Un jour, on fera un épisode spécial sur Picsou, puisque Carol Barks et Don Rosa, clairement, c'est des monstres. C'est bon. Ouais, c'est toi qui m'as fait découvrir de toute façon la jeunesse de Picsou, depuis je les ai achetés. Et c'est vrai qu'ils sont assez dingues. Mais même au-delà de ça, il y a beaucoup de choses, parce qu'on voit aussi qu'il fait le sacrifice avec son amour, etc. Enfin, Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah, mais il y a vraiment un une tout vie un assez texte, En hein. plus, ça, c'est hein. pas mal. Enfin, comment dire, tu nommes ça après Zarwell Blood, parce que c'est à peu près le même. Ah ouais, clairement, c'est ça- le même message. C'est hein. un peu différent, quoi, parce que après Picsou, je pense pas que c'est pas un enfoiré comme l'autre, quoi, je veux dire. Ah, si, quand même, mais enfin après, je sais pas si Il y a c'est. une grosse profondeur quand même. D'accord, ok. dans le personnage de Picsou. Non, bah ça m'intéresse là. On te les Franchement, filera, c'est t'inquiète. cool, ouais. Vas-y, Tom, enchaîne. Moi j'ai parlé d'un petit film pas trop connu. Qui a été fait... Jurassic Park. Tout à fait, qui a été fait par Sam Mendes. Donc moi j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Il a fait Away We Go, qui est aussi un film qui touche un peu dans la solitude, mais un peu plus positive, où on voit un couple qui essaie justement de construire une famille en fait autour de la femme qui vient d'être enceinte. Et donc ils vont être conseillés par des couples amis ou de la famille. Et ils essaient justement un peu de copier C'est un peu l'American Way of Life. Ouais, c'est ça en fait, ces modèles de vie. Et en fait, ils comprennent tout simplement que ils comprennent à la fin justement qu'ils vont s'en aller tous les deux dans un coin un peu perdu, seuls, et ils vont élever un peu dans cette solitude, mais qui est bonne pour eux, leurs gosses. Mais c'est pas de film là que je parlais, moi j'ai parlé de American Beauty. Donc ouais, c'est un petit film indépendant, pas très connu. Ouais, des acteurs qui n'ont pas percé. Bon grosso modo, je pense que c'est un film quand même qui est assez connu, mais moi ce que j'y trouve bien, c'est qu'en fait déjà on a une solitude déjà qui est routinière,
qu'on retrouve un peu partout. En gros, ça peut être n'importe. Enfin, en gros, le personnage de Kevin Spacey, pour moi, ça peut être n'importe qui. Parce qu'en gros, il a une routine quotidienne et pas à ce point-là, mais je veux dire par là qu'en gros, bah, il est saoulé de sa femme, il aime plus son travail. Je pense, hein. Ouais, Je vraiment. pense que ça concerne la majorité de la population même mondiale. On est d'accord. Et en fait, justement, déjà, ce qui est bien, je trouve que tu vois, c'est que les personnages en fait sont des personnages lambda que tu peux rencontrer partout, mais en fait, ils sont pas une parodie de ces personnages-là. Ils sont tous plus ou moins logiques. On le voit justement, et même des fois avec un fond plus fort. Par exemple, on voit le militaire au final qui est une personne gay, etc. Enfin, il y a plein en fait de double interprétation dans les personnages. Donc ça, c'est assez intéressant. Et après, c'est tout ce côté solitude, en fait, il est dans le personnage de Kevin Spacey qui est complètement dans une vie lente, banale. Ouais, voilà, Chiante. banale, ouais, voilà, on va dire le mot qui est très Possible. chiante. Et en fait, la seule chose qui le motive, c'est, je sais pas si c'est bien de dire ça vis-à-vis de lui, mais en gros, c'est la meilleure amie de sa fille. Et c'est la chose en fait qui va Salut. lui remettre. C'est vrai que Voilà. maintenant, avec ce C'est qui difficile s'est de dire ça, passé, on est d'accord, hein, mais en gros, c'est ça qui le surtout motive. pour lui, dans le film. quoi. C'est On est d'accord. Après, La fiction dépasse la réalité. Bon, on est en plein dedans. Oui. Et après, en termes de mise en scène, elle est juste dingue. Justement, il y a tout ce côté avec beaucoup de couleurs roses, beaucoup de couleurs bleues. Le rose, justement, qui va être dans l'affiche, qui va être dans le film, etc. C'est Un peu la couleur du désir. c'est exactement ça, voilà. Et c'est là que c'est paradoxal, parce qu'en gros, paradoxal lui et non, parce qu'en gros, on comprend que tout le film, en fait, tout ce qui est basé dans sa vie, c'est juste du désir, parce que c'est des choses qu'il n'aura jamais. Donc on voit tout simplement une forme de solitude qui est, c'est limite, j'allais dire pénitentiaire, dans le sens où en fait il est dans une prison quotidienne, quoi. Et il n'arrive pas à en sortir. Après, évidemment, comme j'allais dire, le film, de toute façon ça a été vu, il a gagné des Golden Globes, des BAFTA, pardon. Oscar, il a été Oscar du meilleur film, meilleur réal, meilleur acteur, meilleur scénar et meilleure photo. Donc bon, Tout quoi. tout en 2000, c'est pas mal, quoi, je trouve. Les effets spéciaux aussi. Non. Et le petit point justement qui était assez cool que j'ai vu après mes recherches, c'est qu'en fait c'était encore Thomas Newman qui était à la musique, comme Wall-E, donc dans deux films complètement différents, complètement distincts. Mais Au sur la final, solitude. c'est aussi basé sur la solitude. J'ai essayé d'en trouver un troisième pour combler, mais au final pas du tout. Donc il n'y avait que ces deux-là. Mais je trouvais que c'était un point Godwin, quoi. Voilà, on est aussi sur une sorte de solitude existentielle. Hein. C'est Ouais, ça. complètement. En fait, comme tu dis, c'est un peu aussi une solitude sociale au final, parce que c'est. J'allais dire, c'est la Ça finalité. rejoint- Ouais, ça voilà, rejoint les c'est deux, pas la trois finalité films. de tout le monde, mais c'est une finalité pour beaucoup de monde et des personnes en fait qui se retrouvent pas spécialement dans leur quotidien Mhm. et qui en fait ils sont dans une routine, mais C'est l'opposé des deux films entre There Will Be Blood et American Beauty. There Will Be Blood te montre que, si j'ai bon souvenir dans American Beauty, Kevin Spacey c'est un peu l'américain moyen. ouais, Il a pas un complètement, taf, voilà quoi, et pourtant il a une famille et tout, comme tu Ouais, disais ouais, tout à l'heure. Mhm. Mais tu te rends compte que tu peux être seul aussi là-dedans, contrairement à Daniel Day-Lewis, Daniel Qui a Day-Lewis, réussi. le personnage qui C'est réussit, mais qui lui, Et seul on va aussi. dire, il est seul aussi quoi. Donc bon après il est arrivé parce qu'il a voulu quoi d'un côté. Et du coup, on rejoint le Lynch. Quoi que tu fasses, tu seras seul. Ouais, c'est pas Voilà. faux, ouais. David Lynch a raison. C'est ça. Il a souvent raison, le monsieur. Du coup, je vais terminer avec mon troisième, qui est aussi une fusion un peu donc, des deux premiers rounds qu'on vient de faire, parce que donc c'est centré sur deux personnages. Un qui va être dans une forme de solitude sociale et l'autre qui va être dans une solitude réelle. Donc le titre c'est Cast Away on the Moon. Et attention, le titre français qui est, comme d'habitude, toujours en rapport, Des nouilles aux haricots noirs. D'accord. On admirera toujours les Et est-ce que t'as traducteurs le titre français. québécois parce que aussi des fois ils sont bien perchés. quoi. Alors non, C'est quoi le titre des nouilles aux haricots noirs. Des pâtes chinoises. C'est ça, ça en plus. Donc j'ai fait des fois, je sais pas, ils font des trucs bizarres. C'est un film coréen, sorti en 2009 et donc réalisé par Lee Ha-jun. Voilà. Très connu. Ouais. Et ce qui est intéressant, donc le personnage qui doit faire face à la solitude sociale, donc c'est Inikoko Mori. C'est un thème qui me touche assez parce que donc c'est les personnes au Japon ou même d'ailleurs dans le monde entier qui ne peuvent plus sortir de leur chambre en fait. Ok, Et ouais. qui du coup vivent uniquement dans cette pièce et se font livrer tout ce qu'ils ont C'est besoin. à cause des pressions sociales, c'est ça C'est ça. Ok. Donc là, on rejoint à 100% la solitude sociale. Ouais. Et de l'autre côté, c'est un cadre surmené qui va en fait essayer de se suicider et qui va se louper et se retrouver, parce qu'il saute d'un pont, il va se retrouver sur une île en fait à Séoul, mais c'est trop éloigné donc de la ville pour qu'il puisse rejoindre à la nage, la terre ferme. Ah, d'accord, ouais. Après le saut, oui. Non, C'est ça. d'accord, J'ai cru que c'était en fait, il y avait Oui. une ellipse, tu vois, qui se Non, retrouve non. sur- ok, quoi. Non, Et moi du j'avais coup- même compris qu'il y avait une île dans Séoul. Enfin, Ouais, c'est ça. Il y a Ah, une d'accord. île par contre dans Séoul. D'accord, ok. Et du coup, il va devoir trouver des moyens pour survivre, c'est-à-dire Ok. il va pêcher les poissons ou des conneries comme ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement au film
avec peut-être American Beauty, il est un peu dans ce niveau-là, c'est que la mise en scène, elle est pas du tout froide. Il y a pas du tout il y a un peu cet écrasement, comme on a dit au début, mais les couleurs vont être très chaudes, ça va être très stylisé, les cadres vont être très ordonnés, très précis. Comme ça... American Beauty, hein, ouais, c'est tout à fait raison. Hein, mais par contre, complètement différent, genre de Gary ou Wall-E. Un peu paradisiaque ou pas? Ouais. Donc ça ressemble aussi un peu à Into the Wild. Bah, Into the Wild, c'est plus la forêt quand même. C'est différent. Oui, Into the Wild, t'as un délire un peu road trip aussi derrière. Complètement, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, tu vois, c'est une quelque solitude chose qui assumée, voilà, entre c'est ça, guillemets. c'est ce que j'allais dire. Mm. Sauf que là, au final, pas trop. Mais... Après aussi, c'est assez particulier parce que c'est une comédie, ça reste une comédie. D'accord. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il détourne un peu la solitude pour dire qu'au final, déjà, c'est pas si grave. Que même les deux personnages, ils vont grandir entre guillemets dans cette solitude. Donc au final, que même si tu te sens seul, bah c'est pas dramatique. Parce que bon, il y a des moments assez drôles. Ouais. Par exemple, je vais juste en citer un comme ça, mais du coup, il va se mettre genre tout nu et il va un peu hurler son ressenti genre à la ville de Séoul. Genre pourquoi il se sentait mal dans sa vie. Et en fait, t'as Liko Komori qui, elle, l'observe depuis sa chambre, en fait, avec une longue vue et son appareil photo. Et du coup, elle va le voir nu. Et en plus, on sait que les personnes asiatiques sont souvent assez pudiques. Oui, complètement. Et du coup, bon, voilà, c'est tout des scènes comme ça. Et au final, ils vont réussir à converser. Donc, grâce à... Elle va lui envoyer une bouteille, en fait. Une bouteille à la mer que lui, il va récupérer. Et du coup, il y a toute une histoire entre les deux personnages. Mais... voilà, ce qui me semblait intéressant, c'est que déjà ça donne une petite note d'espoir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que pour l'instant, c'était une solitude assez destructrice. Inévitable aussi. Mais après, la Et solitude, c'est pas très joyeux aussi. C'est vrai, mais du coup, ce que j'aime bien, c'est que le film là, oui, il prend le contre-pied, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis bon, après, les deux vont. Après, c'est une comédie un peu romantique, Oui. voilà. Ouais. Mais d'un style un petit peu différent. Intéressant. Et qui est au niveau de la photographie, qui est très jolie. Il y a des très beaux plans parce qu'elle est fascinée par la lune. Elle prend en photo en fait la lune tous les soirs, c'est son seul loisir dans la journée. Et du coup, quand elle va sortir en expédition pour lui jeter son message, en fait, c'est comme si elle sortait sur la lune. Donc, elle va se mettre genre une tenue spéciale et tout, comme si elle était en scaphandre. Ah ouais. Il y a pas mal de petites métaphores comme ça et qu'on ressent dans la mise en scène. Ouais, donc au final, lui est seul sur son île, mais elle aussi, mine de rien, est seul aussi dans son appartement. C'est ça. Ok, ouais. Mais du coup, les deux vont réussir à entrer en contact, voilà. Donc je le recommande, c'est un film que j'ai trouvé assez atypique. Et, personnellement, je connaissais pas, ça me donne envie. Voilà. Ouais, j'avoue. Moi aussi. Donc T'as perdu aussi un battle. c'est pas grave. Et voilà pour mon troisième round. Maintenant, si vous avez encore quelque chose à dire, les gars, c'est le moment. Un autre petit film, enfin un petit film non, mais un autre film aussi qui m'a plu, qui traite aussi pas mal de toute cette solitude, mais qui est encore différente, ça va être le film Denis Darko. Parce que c'est pas vraiment une solitude sociale, c'est plus une solitude dans... Psychologique. Ouais, psychologique, mais c'est encore plus profond que ça, donc Oui, genre, oui. c'est dimensionnel, on va dire, si je peux, Oui, si je peux dire ça comme ça, quoi. concrètement, ouais. Parce qu'en gros, c'est le seul en fait qui va comprendre en gros ce qui va arriver et comment en fait avoir une finalité optimale. J'allais pas dire joyeuse, mais vraiment optimale, on va dire avec le moins de pertes. Et ouais, c'est un film qui m'a un peu pas chamboulé, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé dans les visionnages et voilà, je voulais juste mettre un petit point là-dessus pour pas l'oublier. Je pense que vous pouvez parler d'autres films un peu plus connus aussi, comme je pense à Interstellar. Ouais, oui, après oui. Après, c'était impossible qu'on nomme Oui, tout, non, quoi. Il y t'as avait Toute la clique, Interstellar, t'as il y a Gravity, Seul sur Mars, Gravity, etc. oui, je exactement. sais pas Il y aussi. avait même Alien, quelque part. En fait, comme on en a déjà parlé, il me semble, dans l'ancien podcast, dans tout ce qui était huis clos vis-à-vis de Oui, l'espace, c'est au final, ça, c'est tu aussi peux- beaucoup s'y dans prête. l'espace, voilà, Et c'est un lieu qui s'y prête. dans la solitude, quoi. Et puis... On est Après, d'accord. Flos, il y avait un film que tu avais cité, je trouve, qu'on peut mentionner, c'est vrai que c'est Citizen Kane. Oui, ah oui, c'est vrai, exactement, ouais. C'est à peu près le même. Pour moi, Que ça Zero ressemble Heavy beaucoup Blood, à ouais. Zero Heavy Blood, Tout quoi. à fait, parce que c'est quelqu'un qui est immensément riche, mais qui est seul. Et après, je pense, dernier point sur Citizen Kane, c'est que le but du film, c'était de montrer qu'on ne pouvait jamais connaître quelqu'un. Et au final, ça rejoint un peu, du coup, le thème de la solitude, parce que du coup, complètement, personne ouais. peut te comprendre à 100%, à part Non, toi. c'était intéressant. Et encore. Le monde est seul. Ouais, c'est une triste soirée quand même. Hein. Non. Orchamps ne reviendra plus. Tu t'entends des tirs après qu'ils aient découvert la cave. Bon, mais c'était bien. C'était Intéressant. joyeux. Chers amis, nous arrivons à bout de pellicule. Et On se d'envie de dit- vivre. on se dit à la prochaine. Ciao les gars. Ciao. Ciao.